Monde, si la baie de Luango en République du Congo constitue l'un des témoignages poignants de la plus grande entreprise de déportation transoceanique de l'histoire humaine, parce qu'ayant été transformée en véritable port d'embarquement d'esclaves africains entre 1500 et 1857, alors les rives de Langounier en ce premier quart du 21e siècle, quant à elles, sont désormais établies comme point d'ancrage de la renaissance africaine des savoirs endogènes à travers l'espace Congo. Langounier, rivière d'Afrique centrale, est un affluent de l'Ogooué, le plus grand fleuve du Gabon. Langounier traverse Mouéla, le chef-lieu de la province éponyme. Avant de s'évanouir dans les profondeurs de l'Ogooué en amont de Lambaréné, Langounier franchit d'abord la ville de Fougamou. C'est dans cet espace géographique que les nations Congo et leur diaspora se sont retrouvées du 20 au 22 août 2024 dans le cadre des premières rencontres Congo, encore appelées Congo Caucus ou Palabre de Congo ou Palabras de Congo. Il s'est agi de réfléchir autour d'un thème central vers la renaissance des peuples Congo. Pourquoi renaître et pourquoi faire? Alors, la question vaut son pesant d'or. Et sur ce plateau, deux interlocuteurs chevronnés vont donc vous fournir des éléments de réponse à cette interrogation. Il s'agit donc du professeur Joris Bertin Madébé, directeur de recherche à l'IRCH Sénarès, et le docteur Georges Moussavou, chargé de recherche à l'IRCH Sénarès. Alors, professeur, docteur, le grand plaisir est toujours pour moi de vous accueillir sur ce plateau, de convoquer le savoir, la science dont vous êtes les maîtres. Soyez donc les bienvenus. Bonjour Janice. Bonjour et merci pour cette nouvelle invitation pour effectivement servir la science à notre collectivité. D'accord. C'est aussi votre idée? Oui, l'Afrique en particulier et le monde sont dans un point de bascule qui en réalité engage le devenir de l'humanité dans ce premier quart du XXIe siècle, comme vous l'avez dit. Donc, penser est un devoir impératif pour les intellectuels. Et ce devoir est une gageure à l'endroit des peuples. Nous pensons qu'il faut extirper l'ignorance de l'esprit des gens et débattre sur des problématiques profondes comme celle du Congo ou de l'espace Congo, entre autres espaces africains, devient fondamental pour nous projeter sur l'avenir avec assurance et habileté. D'accord. Alors donc, vous l'avez compris, hein, le thème de cette émission, c'est l'espace culturel Congo et l'avenir de l'Afrique. Alors, avant justement de rentrer dans le fond du sujet, nous allons donc repartir à Mouila, entendre ce qui s'est dit là-bas, ce qui a été mené comme réflexion. Eh bien donc, professeur, docteur, je vous prie donc de bien vouloir suivre à nouveau la cérémonie solennelle d'ouverture des premières rencontres Congo. Au tournant de la fin du XIVe siècle et du début du XVe siècle, le royaume du Congo fut une terre chargée de prestige et de gloire. Lorsque les marins portugais atteignent l'embouchure du fleuve Congo en 1483, en quête d'alliances politiques et commerciales, le royaume Congo est déjà un État puissamment établi et centralisé. Les vicissitudes du temps marque de l'impuissance de l'homme dans la nature, selon le philosophe Henri Bergson, n'ont pas d'éteint sur les racines du peuple Congo. À preuve, les fils et filles de cet espace culturel se sont retrouvés à Mouila, la capitale de Langounier, 4e province du Gabon. Là-bas, se sont tenues du 20 au 22 août 2024 les premières rencontres Congo, encore appelées Congo Caucus ou Palabre de Congo.
Comment élucider les références socio-culturelles du peuple Congo? Quelle gouvernance pratiquée en pays Congo entre tradition et modernité? Quelle légitimité finalement? Comment renaître et pourquoi faire? Autant de thématiques mises sur la sellette à Mouila. En tant que petit-fils du premier président de la République démocratique du Congo, Mbouta Joseph Kasavubu, l'une des figures de proue de la lutte pour l'émancipation du peuple Congo, j'éprouve non seulement une joie immense, mais aussi une grande responsabilité de prendre la parole devant les dignes filles et fils de la valeureuse communauté Congo, dont je représente depuis ma tendre enfance les valeurs avec fierté et honneur. Ainsi qu'une flamme qui refuse de s'éteindre au milieu de l'ouragan du néocolonialisme et de la modernité, ces rencontres marquent notre inébranlable engagement et notre infaillible détermination à poursuivre, quoi qu'il arrive, l'œuvre grandiose toute tracée par nos ancêtres pour notre rayonnement et celui de notre descendance. Un empire de l'Afrique centrale riche en patrimoine culturel. Aujourd'hui, devant ce grand déploiement de vous tous qui venez des quatre coins de la terre pour non seulement chanter notre identité profonde, mais aussi et surtout pour déclarer haut et fort au monde entier notre foi à suivre, à survivre jusqu'à vivre de nouveau, je suis plus que convaincu et nulle ombre de doute que le ferment Congo ne disparaîtra jamais. Et puisque notre essence se bat farouchement contre l'envahissement de la culturation et de l'aliénation, en ce moment où les fibres de nos traditions millénaires vibrent au plus profond de nos entrailles, avant que l'oubli n'efface notre nom de la surface de la terre, nous devons nous appeler et nous rassembler afin d'exhumer des valeurs qui ont fait autrefois notre gloire. La force de l'espace communautaire du Congo réside d'abord dans l'unité. Il est plus que temps de nous réunir et sans attendre, c'est à cette heure ou jamais. Si nous sommes déjà voués à l'anéantissement pur et simple devant le rouleau compresseur du conformisme occidental, oui, nous portons tous en nous quelque chose de commun, qui est plus fort que tout. Mais qu'est-ce qui reste encore de nous, qui fait de nous le glorieux peuple Congo? Oui, c'est un faible reste. Et pourtant, dans ces cendres, il y a encore une vie qui agonise. Et cette vie, c'est la langue Kikongo et les valeurs morales, philosophiques, spirituelles et intellectuelles Congo. Alors, réanimons-nous. Faut-il marquer un intérêt pour la culture moderne? Oui, bien sûr. Maintenir son autonomie traditionnelle revêt encore beaucoup plus d'importance pour ne pas se perdre. A todas las autoridades de las distintas delegaciones. Nous remercions l'Institut Yonga Zinga pour son invitation. Yonga, à 400 ans d'esclavage, a obtenu le tout premier document de libération octroyé par le royaume espagnol. Et ce que nous sommes venus chercher aujourd'hui, c'est l'essence et probablement le lieu où est né notre héros. Nous remercions énormément l'Institut Yonga Zinga pour cet effort qu'il met dans cette pratique de pouvoir atteindre ces responsables. Les emprunts ne permettent pas de bâtir une identité culturelle authentique. Avec des mauvais jours et bleus, j'attends ma chanson. Sans que les couleurs ne déteignent sur la mer, sans que mes pas ne se perdent en forêt. Je suis lié, trouvé en plein air.
Professeur, docteur, vous venez donc de suivre là comment l'une des grandes figures de l'espace Congo interpelle les nations et la diaspora Congo à exhumer la culture pour bâtir une identité authentique de ce peuple. Alors, quelle est votre réaction? Bien, je pense que les fondements sont posés et en tant que scientifique, il faut avoir une lecture qu'on va dire fondée sur les raisonnements qui caractérisent nos démarches disciplinaires. Et pour en avoir une meilleure traduction dans le fait, sur le plan des sciences, il nous a souvent été enseigné que la science est occidentale et que l'universalisme est occidental et que tout ce qui relève de l'Afrique n'est pas pertinent. On appelait ça la table rase, la tabula rasa. Donc, plusieurs siècles après l'esclavage et la colonisation, nous nous rendons compte que, en fait, les scientifiques occidentaux s'étaient trompés parce qu'ils avaient une lecture totalement étriquée de la raison ou du rationalisme, et de ce fait, ils ne comprenaient pas les raisons développées par notre civilisation. D'où la nécessité, pour construire leur monde, et c'est Emmanuel Wallerstein qui le dit, pour construire le monde tel que eux, ils le percevaient, il fallait écraser toutes les autres civilisations. Or, aujourd'hui, il est clair que le monde dans lequel nous avons vécu à travers cette façon de poser l'équation humaine sur la planète Terre arrive presque à sa fin, il est à bout de souffle. Depuis les années 80, nous ne cessons de multiplier les crises économiques, les crises sociales, les crises politiques qui se traduisent aujourd'hui en conflits militaires. Nous sommes quasiment au bord de la Troisième Guerre mondiale avec ce qui se passe en Ukraine. Ça veut dire qu'il y a un échec du système sur lequel s'est bâtie notre nation. D'où l'importance d'avoir un nouveau regard sur l'Afrique par rapport à ce point de bascule. Ça veut dire quoi? La philosophie africaine, les savoirs africains, le rapport de l'Africain au monde, au cosmos, à la forêt, etc., sont les nouveaux puits de savoir qu'il faut interroger. Non seulement pour renouveler les sciences, en termes de pratique et de logique, mais aussi pour renouveler les savoirs que ces sciences-là produisent et de redéfinir l'universalisme. La renaissance du monde et par conséquent la renaissance de l'Afrique passe par cette démarche. Il y a l'espace Congo, mais il y a aussi d'autres espaces. C'est-à-dire nous avons eu l'empire Songhai, nous avons eu les grands empires du Mali, nous avons eu les grands empires du Ghana, du Bénin, etc., etc. Nous ne sommes pas originaires de ces empires-là. Donc, les démarches que les gens peuvent faire là-bas sont similaires aux démarches qui sont faites pour l'espace Congo. Parce que l'espace Congo, ça regroupe 4 États aujourd'hui indépendants, mais qui faisaient dans l'Empire Congo un seul espace. Plus les diasporas qui se sont exportés de l'espace Congo dans les pays périphériques. Donc, c'est une grande chose. Et il y a aussi, comme vous avez dit dans votre documentaire, les diasporas qui ont été exportés. D'où la présence du maire de Yanga à cette rencontre de Mila, parce que se trouve au Mexique un puissant Gabonais qui a résisté dès 1603 au royaume, oui, à la traite de l'esclavage. Donc il a procédé à la lutte contre le roi espagnol pour libérer les esclaves. Je dis 80 personnes contre tout un royaume. Donc, vous voyez, tout cela, bout à bout, permet de réfléchir sur comment renaître. Et cette réflexion a pour vocation
de trouver les outils intellectuels, les méthodologies, les concepts scientifiques pour construire, on va dire, une sortie j'allais dire... un modèle social. Voilà, exactement, qui soit en phase avec nos sociétés. Et c'est exactement cela ce que nous avons tenté de faire. D'accord. Docteur? Oui, je voudrais ajouter à la suite de Joris que nous avons traversé un temps séculaire marqué par les tragédies de l'humanité. L'esclavage, le colonialisme, le néocolonialisme, dont les fondements reposent en réalité sur la déconsidération de l'humain par la couleur de sa peau. Aujourd'hui, la science nous permet de comprendre et de savoir que l'homme éparpillé dans le monde entier a pour origine l'Afrique. Ceux qui sont ailleurs de couleur jaune ou de couleur blanche, en réalité ne sont que des petits fils de l'homme africain. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Berceau de l'humanité, berceau de la civilisation. Donc dans ce processus que venait de décrire Joris Bertin par rapport à, si vous voulez, à l'extraversion ou même, j'allais dire, le mot qu'il faut que je le retrouve, qui a consisté à inverser en réalité les civilisations, on va se rendre compte que la seule chose en réalité qui n'a pas été emportée, ce sont les pyramides égyptiennes construites par des pharaons noirs. Et s'il avait été possible, pour ceux qui ont bien voulu en réalité trafiquer l'histoire de l'humanité, on aurait l'impression que l'Afrique n'a jamais existé du point de vue culturel, du point de vue civilisationnel. Et donc, la renaissance dont il est question ici, en réalité, au regard de la résistance, qui est une résistance transcontinentale de l'homme africain, il a parlé tout à l'heure de Gaspard Yanga, le lutteur gabonais au Mexique, mais aussi d'autres diasporas, et y compris ici sur les terres africaines. La renaissance dont il est question, c'est de réintégrer nos cultures, de réintégrer notre identité, de réintégrer nos savoir-faire, nos savoir-être, mais nos savoirs de manière générale. Et la science que nous devons aujourd'hui reconfigurer doit nous amener à cela. Parce qu'il s'agit en réalité de construire l'humain qui a été saccagé par des considérations d'ordre racial, par des constructions complexées en réalité de l'humain. Donc l'Afrique ici a un rôle fondamental, effectivement, qui va réveiller certainement l'humanité tout entière, et l'espace Congo est aussi un espace tout autant que les autres espaces africains qui rentrent dans un mouvement aujourd'hui de dynamique, de restauration, de reconstruction de l'humain africain. D'accord. Universel. Parce qu'il ne faut pas... l'idée ici est de combattre l'exclusion de l'Afrique d'un universalisme qui serait occidental. Bien sûr. Ça, c'est des conceptions erronées. Quand vous prenez quelqu'un comme Gobineau, à la veille de sa mort, il a renié ses écrits. Mais ces écrits continuent d'impacter les psychologies des individus, aussi bien pour les descendants des anciens esclavagistes que pour les descendants des anciens esclaves. Or, l'Afrique est au cœur de l'universalisme. Si vous prenez toutes les problématiques actuelles, la complexité, la physique quantique, etc., vous ne pouvez pas penser ces choses-là sans passer par ce que les anciens Africains ont mis en place comme modèle théorique et qui ont été développés pour aboutir aux sciences contemporaines. Donc l'Afrique est solidaire et contemporaine de l'universalisme. Et c'est cette idée-là qu'il faut retrouver dans nos cultures, dans nos civilisations. L'Afrique est donc une épistémologisation non seulement du monde, mais aussi de l'homme, et comme disait Georges, de la science. Et c'est de cette renaissance-là dont nous avons parlé
à Mouila et dont nous continuerons de parler toujours. D'accord. Alors nous allons donc parler proprement dite de ce qui s'est passé à Mouila et nous savons que ces premières rencontres Congo ont été organisées par l'Institut Yanga Nzinga. Alors tout à l'heure vous avez quelque peu noté l'influence, l'action de Yanga au Mexique, qui est un puissant guerrier gabonais. Alors qui est effectivement Nzinga et ce Yanga? Est-ce que vous pouvez davantage nous en dire sur Yanga, le guerrier gabonais qui a résisté à l'esclavagisme, et Nzinga? Bon, là encore, c'est une métaphore épistémologique. Si on parle de Renaissance, il faut trouver dans le mot Renaissance à quoi correspond par rapport à notre histoire le concept. D'accord. Donc nous avons Yanga et Nzinga. Yanga, c'est un fils de déporté gabonais au Mexique, en Amérique latine. Vous avez bien fait l'histoire de l'esclavage. Avec la baie de Luango. Exactement. Donc, les Yanga ont été transportés au Mexique et puis, à un moment donné, ils se sont rebellés. Donc, ils se sont installés dans des montagnes et se sont regroupés. Il y a à peu près, on va dire, 80 militaires organisés autour de Yanga Gaspard. Ils se sont rebellés contre le royaume d'Espagne. Ils ont mené une guerre de plus de 4 ans, si mes souvenirs sont bons. Au point que le royaume d'Espagne ait reconnu leur droit, les 80 personnes et leur général, entre guillemets, Yanga, leur droit à la liberté. On leur a donné un espace. Et du point de vue historique, le Mexique indépendant a dénommé la terre, une partie de la terre de Veracruz, où ces gens-là ont lutté, n'est-ce pas, Yanga City, Yanga Ville. Donc, à l'heure où nous parlons, le nom d'un Gabonais existe au Mexique en tant que ville. Et ça, c'est très important. Bien sûr. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport à Nzinga. Nzinga, c'était une reine qui appartient à l'espace angolais aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était l'espace Congo. Une des très grandes, plus grande dans l'histoire du Congo, résistante. Bah après, il y a eu les gens comme les Kimpavita, etc. Oui, au 16e, 17e siècle, on a vu ce qu'elle a fait. Voilà. Donc, à partir de ce moment, ces deux métaphores de résistance, de résilience par rapport à l'histoire servent, en termes d'épistémologie, de modèle à calquer pour construire, comprendre l'histoire, comprendre la culture et produire des modèles théoriques à partir desquels nous revoir nous-mêmes plutôt que de ressasser matin, midi, soir les grands livres des autres, les grands auteurs des autres, les grandes sciences des autres, les grandes théories des autres, parce qu'au bout de 60 ans, on se rend compte que ça ne nous aide pas à nous comprendre nous-mêmes, encore moins de réfléchir à notre propre développement. Donc il faut maintenant puiser dans cette histoire, dans la science, dans la Renaissance, à travers ces figures qui sont des figures symboliques de ce qu'on appelle la résistance. Vous savez, à Yanga, la ville s'appelle, pour le slogan, « Nous existons parce que nous résistons ». Donc, il faut nécessairement pas entrer dans la résistance parce qu'il faut résister à l'histoire ou au passé. Ce n'est pas dans ce sens-là. Dans le sens, c'est pas dans la rébellion. Pas dans la rébellion. Oui. Il s'agit de reconquérir l'histoire et produire de l'humanité, comme disait Georges, parce que l'humain a été saccagé. Et les connaissances qui ont été produites, n'est-ce pas, qui vont être produites, concernent l'humanité. Quand on parle de connaissances saccagées, on fait nécessairement référence à deux auteurs, Albert Memmi et l'autre qui a écrit Peau noire, masque blanc, Frantz Fanon. Et dans ces deux livres, dans les livres de ces deux auteurs, on voit que la colonisation a saccagé non seulement l'homme noir, mais il a aussi saccagé le colonisateur, l'homme blanc. Donc il s'agit de réparer l'humain
à partir de nouveaux savoirs qui ont été exclus des savoirs qui ont été produits. Et c'est cela que nous essayons de faire. Donc, Yanga Nzinga, force motrice, deux figures historiques emblématiques de la civilisation africaine. Congo, qui nous permettent justement de puiser dans leur résilience la force de nous projeter vers l'avenir en termes scientifiques, en termes théoriques, en termes conceptuels, en termes anthropologiques, en termes sociologiques, pourquoi pas en termes psychologiques. Et oui, effectivement, oui. Si je peux ajouter, il faut aussi comprendre que la résistance, en réalité, elle est fondée sur des normes et des valeurs, sur des principes. Voilà ce qui fonde la résistance. On ne résiste pas parce qu'il faut se rebeller ou parce qu'il faut simplement résister pour résister. On résiste parce qu'on est attaché à des principes, à des valeurs, à des normes sociales. C'est ce qui nous amène à résister face à des changements ou à des perspectives qui sont des perspectives contraires, par exemple à l'éthique, par exemple à des valeurs nobles, par exemple à la construction de ce que doit être l'humanité ou l'universalité de l'homme. Donc, la métaphore de Yanga et de Nzinga pour l'espace Congo, pour l'espace culturel africain, ici c'est donc d'investiguer ou d'investir les normes et les valeurs culturelles qui ont structuré ces espaces africains, ces espaces sociaux, parce que en réalité ce qui fonde l'humain, ce qui fait sa détermination et ce qui l'oriente de manière efficace dans son action, c'est la culture. Si vous n'avez pas de culture, vous ne pouvez aller nulle part. La richesse d'une nation, la richesse d'un peuple, elle est d'abord culturelle. Elle n'est pas matérielle, elle est d'abord culturelle. Parce que c'est cette culture qui va définir en réalité le rapport à la matière, le rapport à l'autre, le rapport à l'avenir, le rapport au mode de pensée, le rapport aux différentes conceptions et aux visions du monde, c'est-à-dire au modèle social qu'on voudrait bâtir ou dans lequel on voudrait vivre. Si ces éléments-là manquent, vous êtes effectivement éparpillés, vous faites du surplace, vous n'évoluez pas, et c'est ce que nous connaissons depuis la pénétration coloniale, avec le morcellement des États, et nous avons fait du copier-coller en réalité dans notre organisation sociale, mais à partir du moment où on fait du copier-coller, on ne maîtrise pas en réalité ce que nous copions, parce que c'est pas nous qui sommes producteurs. Nous ne sommes pas producteurs de cela, nous ne sommes pas créateurs de cela. À partir de ce moment, on ne peut pas le maîtriser et on est comme en train de se chercher, alors que nous devons pouvoir nous ressaisir en considérant et en pensant que nous avons une histoire, nous avons une sociologie, nous avons une psychologie, nous avons un certain nombre de réalités auxquelles nous devons nous attacher, parce que c'est ce qui constitue nos racines. D'accord. Alors, il y a Aimé Césaire qui dit effectivement dans le discours sur le colonialisme, ce sont eux qui ont mal posé l'équation culture africaine égale paganisme. Or, toutes les cultures se valent dès lors que nous sommes tous des êtres humains. C'est à partir des constructions théoriques que nous matérialisons le développement. Donc, si, comme vous le dites, il n'y a pas du point de vue intellectuel, du point de vue scientifique, du point de vue spirituel, cette reconstruction, cette structuration justement de la pensée humaine, de la pensée africaine, et bien évidemment, on va toujours se perdre, comme vous le dites. Hein? Absolument. Alors, oui, il suffit de rappeler simplement que l'Occident s'est construit par rapport à l'histoire occidentale, qui est l'histoire chrétienne, et que l'Amérique du Nord s'est construite par rapport à l'Occident, puisque ce sont les Saxons qui se sont déplacés aux États-Unis, mais qui ont inventé leur propre histoire. C'est pour ça que les Américains, les Occidentaux ne sont pas tous pareils. Donc l'histoire, la culture, elle est fondamentale dans l'édification des nations. On ne peut pas vivre en Afrique en expulsant tout de go ce qui nous caractérise, en adoptant ce qui est d'ailleurs, ce qui crée, si vous voulez, cette espèce de dissymétrie que nous vivons tous les jours entre nos réalités et la réalité de l'État. C'est extrêmement terrifiant, au point que nous sommes par exemple obligés d'inventer
un mariage traditionnel, un mariage civil. Donc ce bicéphalisme-là, il faut l'arrêter et construire un espace cohérent qui repose sur nos façons de voir, mais que nous ayons d'abord compris en profondeur quels étaient les objectifs de leurs inventions par nos ancêtres pour que nous puissions les théoriser et les mettre en rapport avec nous-mêmes dans un monde aujourd'hui globalisé. Oui, justement, Aimé Césaire dit aussi que n'acceptez pas qu'on vous laisse d'un seul iota. Et je pense que Yanga est l'illustration exemplaire de ce que dit Aimé Césaire. Et je pense que tout Africain devrait justement être un petit... un Yanga, pas un petit, un Yanga dans l'âme. Un descendant de Yanga. Oui. Je voudrais maintenant qu'on vous parle de l'espace Congo, oui, de la culture, l'espace socio-culturel Congo, oui. Mais comment définissez-vous cet espace? On était à Mouila, il n'y a pas de Congo au Gabon, mais les premières rencontres Congo se sont faites à Mouila. Alors, définissez-nous cet espace, qui est donc citoyen du Royaume Congo. Bon, je vais démarrer cette définition. En réalité, l'espace Congo, d'abord, c'est un ensemble de peuples dans un espace géographique qui part depuis l'Angola, qui prend le Congo démocratique, le Congo Brazzaville, le Gabon et même le Cameroun. Nous irons même plus loin parce que ces peuples-là, on les retrouve également en Centrafrique, par exemple. Donc c'est d'abord ce grand espace. Vous voyez, quand le colon arrive, le colon français arrive, le premier découpage qu'il fait, c'est Afrique équatoriale française. Mais comme il y a des conflits entre les puissances colonisatrices, donc qui se battent pour récupérer des territoires, ces espaces sont dépecés au fur et à mesure. C'est ainsi qu'on va avoir, par exemple, la partie dénommée aujourd'hui Angola, que les Portugais vont investir, la partie Congo démocratique, que les Belges vont investir, la partie Congo-Brazzaville, dans laquelle, en réalité, le Gabon est intégré, qu'on va appeler effectivement Congo-Brazzaville. Donc, tous ces espaces-là ont été, si vous voulez, découpés au gré des intérêts de ces puissances-là. Mais en réalité, il s'agit des peuples qui étaient organisés, qui avaient une certaine souveraineté, qui avaient une certaine façon de vivre. Puisqu'on parle du Royaume Congo, du Royaume Congo, qui avaient des modèles culturels, qui avaient leur organisation politique, leur organisation religieuse, et donc économique également, parce que ce n'étaient pas des gens qui vivotaient, ou que c'est maintenant l'Occident qui vient apprendre l'économie, en réalité, à ces espaces-là, à ces populations-là. Donc voilà ce qu'est l'espace Congo, au plan physique, au plan géographique, au plan sociologique, au plan culturel. Au plan culturel notamment, ce que nous avons ici au Gabon, comme art culinaire, comme artisanat, comme façon de nous organiser, d'organiser les rapports sociaux, ce sont les mêmes éléments qu'on va retrouver aujourd'hui au Congo démocratique, au Congo Brazzaville, en Angola, parce que c'est un fonctionnement qui était un fonctionnement, si vous voulez, de peuple en référence à leurs valeurs, à leurs normes, à leur idéologie, à leur philosophie. Maintenant, comment pouvoir, au-delà de ce découpage, de ce morcellement de l'espace par la puissance coloniale, comment reconstituer cela au plan culturel, même si au plan physique, au plan des territoires, ce n'est pas évident, mais c'est ce qui devait en réalité fonder même les organisations régionales et sous-régionales. C'est à partir de ces sources, c'est à partir de cette histoire et de ces valeurs que nous devons fonder nos organisations régionales pour nous redonner une certaine puissance. Seul, on est faible, plus nous sommes nombreux, plus nous sommes forts, et on peut organiser effectivement la vie économique, la vie politique, la vie culturelle sur cette base-là, parce qu'en réalité, il n'y a pas de différence fondamentale dans ce que nous sommes. Professeur? Je voudrais simplement compléter ce premier aspect
par quelque chose qui m'a frappé. Quand je suis arrivé à Mula, j'allais en tant que conférencier et dans les documents que j'avais reçus, il y avait un certain Frédéric Pambo. Je dis, ah, mais celui-là, je ne le connais pas. Je dis, je vais le découvrir quand même. Alors donc j'arrive à Mula, je cherche à rencontrer un certain Frédéric Pambo. Je dis, monsieur Pambo est où? Et je suis là, je dis, oh mais vous n'avez pas l'air d'être gabonais. Non, je suis congolais. Je dis, mais vous avez un nom gabonais? Je dis, oui, je sais. Bon. Et puis, je découvre aussi là-bas une jeune dame qui s'appelle Laetitia Mabika. Je dis, oh, comment ça, oui? Mais elle est RDC Congo. Donc, vous voyez, l'espace Congo, comme disait Georges, a été fragmenté. Et du point de vue de l'onomastique, il n'y a aucune différence. Donc, pourquoi Mula? Parce que la zone de Langonnier est délimite une certaine frontière, on va dire nord-ouest de l'espace Congo avec le Gabon. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? À une certaine époque, le Goué-Vindo était rattaché au Congo. À partir de 1945, on a redéfini les frontières pour intégrer, n'est-ce pas, le Goué-Vindo au Gabon. Ça s'est passé, il s'est passé la même chose pour l'autre Goué, qui était à peu près rattaché au Congo dans cette période-là. Donc le dépaissage... Et Pointe-Noire qui était dans le Gabon, qui par la suite aussi... Voilà. Donc le dépaissage du Congo s'est fait au gré donc, des intérêts de la puissance économique. Mais il y a plus. Vous avez parlé de l'esclavage. Oui. Voilà. Oui. Ben, vous imaginez combien d'Africains partis de Luango se retrouvent dans le monde. Moi, j'ai écrit un article sur ces questions. J'ai fait des recherches onomastiques. Donc, vous trouvez des noms gabonais aux Antilles, dans les Caraïbes, vous trouvez des noms gabonais. Prenons le cas, par exemple, Ngoma. Est-ce que vous saviez que Angloma est une dérivation linguistique de Ngoma? Donc, les esclaves qui sont partis de Luango. Donc, c'est pareil pour Gaspard Yanga et les autres communautés qui se seront trouvées là-bas. Donc, vous voyez, les Congos sont partout dans le monde. Donc, cette diaspora-là, qui, comme les Américains contemporains, recherchent leurs origines africaines par des tests d'ADN, ont la possibilité de redéfinir l'histoire et de redéfinir la géographie. Comment comprendre l'espace Congo à travers la dispersion de ses descendants dans le monde? Et cette discipline nous permettrait justement de voir et de cartographier, de construire des statistiques, etc., pour représenter l'espace, non seulement physiquement comme l'a développé Georges, mais aussi d'un point de vue paratopique. Paratopique, ça veut dire au-delà de l'espace physique qui est constitutif des origines. Donc, en ce moment-là, à partir de l'histoire et de la géographie, nous verrions comment effectivement redéfinir l'espace Congo et dans un projet, pourquoi pas, qui serait totalement utopique, créer un espace Congo multiversel, pourquoi pas. Utopique, vous ne voulez pas venir à la réalité là? Non, parce qu'il est possible, de mon point de vue, il est possible de reconstituer le monde différemment que de par la lunette de l'histoire, qui fasse que nous soyons Congolais, Gabonais, Zaïrois, etc., etc. Tous ces gens qui se revendiqueraient de l'Afrique, en général, c'est ça le vrai débat. Voilà, qui se revendiqueraient de l'Afrique pourraient imaginer un continent africain qui soit au-delà du continent physique. Voilà, c'est ça l'idée de fond derrière cette idée. Ok, vous avez suffisamment étayé l'intérêt d'avoir organisé ces rencontres thématiques à Mouila. Est-ce que la science qui s'est exprimée à Mouila, dans toute sa pleine rigueur en faveur de l'essor culturel de l'espace Congo, a finalement des incidences pour le développement de nos pays? Comment on peut le cerner? Bien, vous savez, ce que nous développons et ce que nous cherchons d'ailleurs collectivement, c'est le développement. Tout simplement parce que quand on regarde d'où on vient, quand on voit toutes ces années que nous avons passées depuis nos soi-disant indépendances, on se rend compte que nous n'avons pas évolué. Nous n'avons pas évolué économiquement, nous n'avons pas évolué politiquement, nous n'avons pas évolué socialement, nous n'avons pas évolué idéologiquement.
Culturellement. Culturellement. Pourquoi? Parce que en réalité, nous avons été mentalement, moralement, représentationnellement, culturellement brisés, désorganisés, désorientés. Déstructurés. Les inspirations qui nous ont été insufflées par d'autres humains, parce que venant avec toute la puissance militaire, idéologique qui se sont imposées à nous, en réalité par, si vous voulez, la malhonnêteté, une certaine intelligence malveillante, c'est-à-dire ils viennent parce qu'on veut avoir des alliances, parce que chez eux ils ont des problèmes économiques et autres, ils veulent tisser des alliances. En arrière-plan, ils avaient d'autres objectifs. Coloniser Comme parce on que... le voit lorsque les Portugais arrivent sur l'embouchure du fleuve Congo pour tisser des La alliances. plupart des puissances, quand elles arrivent, c'est avec des idées en arrière-plan. La preuve, c'est que ce qu'ils apportent avec eux, c'est ce qu'on qualifie de pacotille. Comparativement à ce que les Africains vont donner en échange, ou parce qu'on va faire croire aux Africains, que, ou notamment ceux de l'espace culturel Congo, que ce que vous faites là, ça a un rapport avec le diable. Vous êtes dans le Bouiti, c'est le diable. Vos rites et autres là, c'est le diable que vous priez. Donnez-nous vos affaires là, parce que ce n'est pas bon pour Jésus, pour le Seigneur, Dieu. Tout ce qu'ils ont récupéré, ils ont amené ça chez eux. Vous allez dans les musées, vous retrouverez tous ces éléments. Les masques Kota, les masques Nguil, il y a plein d'objets. Et qui sont vendus à prix d'or. Qui sont vendus à prix d'or, mais qui ont été transportés parce que cet art-là était un art supérieur. Donc, on nous a fait croire tout ça, et au point où nous sommes encore en train de nous chercher, parce que même dans la construction de nos institutions publiques, nous sommes en train de copier ce qui se fait ailleurs. Ce que l'ailleurs a pensé par rapport à ces problèmes particuliers, ces problèmes spécifiques, nous le copions pensant que c'est comme ça que nous allons résoudre nos problèmes à nous. Et ça nous fait du tort, ça nous crée du retard. Ça nous pénalise. Ça nous pénalise énormément. C'est pour ça qu'il faut, en réalité, se retourner sur nous-mêmes, interroger, en réalité, nos racines culturelles, parce que ces racines-là, c'est ça qui va nous donner une certaine expérience. Et c'est ça qui va nous permettre de nous retrouver nous-mêmes et de pouvoir aller de l'avant. Ce qu'on appelle la culture. Dans les habitudes que nous avons, on va vous dire, oui, mais le livre, tu écris le livre, est-ce qu'on mange le livre? Oui, mais toi, tu fais des développements, tu es très théorique. Il faut être pratico-pratique. Tout cela, en fait, nous amène à quoi? Nous amène à rester dans ce qu'on appelle l'empirisme, sans recul, sans discours critique. Et sans vision. Sans discours critique. Et on a l'impression que ce que nous faisons, c'est véritablement la vérité, c'est de la vérité, ou si tu voulais, c'est une logique rationnelle, scientifique, mais il n'en est rien. La preuve, c'est que nous sommes toujours au même niveau. Donc, il faut faire ce dépassement, et ce dépassement, c'est nous avons la responsabilité en tant qu'adultes, en tant qu'aînés, en tant que scientifiques, en tant qu'universitaires, éducateurs, pédagogues, de pouvoir prendre nos responsabilités pour voir comment pouvoir nous réinsérer dans ce qui fonde, en réalité, qui a fondé l'humain africain, dans ses valeurs, dans ses us et coutumes, dans ses normes, qui sont des normes nobles. Mais le développement, c'est exactement cela. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un domaine de définition pertinent, vous n'avez pas de développement. Donc, vous ne pouvez pas vous développer sans culture. L'Occident, j'aime toujours prendre cet exemple. Le champagne et le yaourt, le fromage. Vous savez, en 1945, la France à laquelle nous sommes profondément rattachés, c'était un village. Allez-y aux archives de l'UNA. Demandez à voir les images de la France au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. C'était un village. On faisait le yaourt et le fromage à pied. On marchait, les gens marchaient sur le lait. Développer un pays
transformer, prendre le fromage que nous avons aujourd'hui, le camembert ou le yaourt, ou je ne sais pas quel autre produit, la vache qui rit, suppose interroger les traditions et surtout voir comment leur appliquer des rationalités techniques et multiplier en abondance les produits qui étaient fabriqués traditionnellement dans une quantité congrue. Donc, le développement rend l'intelligence humaine supérieure. Mais si vous développez des technologies pour moderniser vos traditions, et ceux qui ne le font pas, comment peuvent-ils avoir accès à leur propre tradition sous forme technologique? C'est impossible, ils sont obligés d'emprunter. Or, les technologies empruntées qui correspondent aux autres cultures viennent saper les fondements de votre propre culture parce qu'elles ont été conçues dans une autre réalité. Dans une autre réalité. Oui. C'est pour ça que il est toujours difficile de comparer les peuples. On ne peut pas prendre quelque chose dans une autre nation pour venir l'appliquer à votre nation parce que les nations ou les peuples n'ont pas la même histoire, n'ont pas le même niveau psychologique, n'ont pas le même niveau de compréhension. Donc c'est pour ça qu'il est important de mettre en place des systèmes qui réfléchissent sur la tradition en vue de tirer, de moderniser la tradition. Il n'y a pas de modernité sans tradition. Donc, comme je viens de le montrer, le champagne est une boisson traditionnelle française qui a été modernisée par des outils technologiques inventés après 1945. Donc, nous devons le faire. Nous devons être capables de manger la boulette de taro vendue dans les magasins de Libreville. Comme en Côte d'Ivoire. Nous devons absolument boire le moussungu produit par Sobraga, etc., etc. Si nous ne rentrons pas dans ce modèle, nous serons toujours malheureusement au bord de la société parce que c'est l'entrée dans ce modèle qui nous tire vers l'universalisme. Quand on parle d'universalisme, c'est ça. Produire des savoirs reproductibles. On parle de Yanga, on parle de Mila. Si on fabrique le système technique qui fait des boulettes de taro, eh bien les Mexicains viendront prendre chez nous cette technologie. Non seulement nous ferons rentrer l'argent par l'empreinte de cette technologie, mais en plus nous ferons découvrir le taro aux Mexicains. Même le négoce, développer un négoce dans ce domaine-là. Absolument. Il n'y a pas de développement sans culture. Ça n'existe pas. On ne peut pas aller prendre des universités, des modèles universitaires ailleurs, venir les plaquer ici sans tenir compte du niveau de conscience des populations sur lesquelles, ni des orientations économiques ou culturelles que doit prendre le pays. Ce n'est pas possible. Pour ajouter à la compréhension, ce qu'on doit retenir, c'est que les technologies, par exemple actuelles, ne sont que le résultat de l'amélioration des pratiques anciennes. C'est tout. Ce que nous faisons traditionnellement, comment pourrons-nous l'améliorer pour amener l'humain à ne pas trop utiliser son muscle? Voilà le processus interrogatif qui va amener à la création. Par exemple, si on prend l'agriculture, à l'époque, on le faisait avec une petite machette. Mais comment quitter cette petite machette pour arriver à la machine qui va permettre de cultiver de grands espaces, de cultiver en abondance? C'est la science qui le permet. C'est la recherche du développement qui le permet. Donc le développement, c'est cela. C'est l'interrogation, c'est dans la tête que ça se passe, c'est la réflexion logique, scientifique qui induit le développement, qui génère le développement. Ce n'est pas parce que vous avez des ressources naturelles qu'il y a du développement, encore qu'il faut extirper cette matière. Mais le Gabon est une nation exemplaire. D'abord l'extirper, la transformer, cette richesse, pour que véritablement vous soyez dans un développement parce que vous jouissez de cette richesse-là. Donc c'est tout un processus. Et nous avons, je pense, la possibilité de le faire tant que nous aurons la volonté de pouvoir y aller. Voilà pourquoi lors d'une émission que j'ai eue ici avec vous, j'exhortais à ce que nous fassions appel à nos ingénieurs. Un forum des ingénieurs. Un forum des ingénieurs. Voilà. Parce que ce sont les ingénieurs qui sont les praticiens de ces choses-là. Accompagner
par ceux qui font de la recherche scientifique, nous atteignions effectivement la production de technologies qui nous permettent de rentrer dans ce qu'on appelle le développement. Le développement, c'est d'abord quelque chose qui se tient sur la dimension sociologique et anthropologique et qui fasse que le sujet qui se développe a le sentiment d'une croissance intérieure et d'une croissance extérieure dans son propre espace dans lequel il se sent en harmonie du point de vue de l'identité, du point de vue de sa tradition et du point de vue de technologie qui transforme son identité dans l'espace et le temps. Tant que nous n'avons pas compris cela, nous serons des gens aliénés par les technologies extérieures. Nous serons aliénés par les produits que nous importons. Parce que nous voyons ces produits-là comme des objets magiques dont nous ne comprenons pas le fonctionnement. Et cette incompréhension est synonyme de l'absence de science. Et nous maintient en état d'infériorité, de faiblesse. J'allais dire de sorcellerie permanente. Oui. Alors, nous parcheminons tout doucement vers la fin de cette émission. Oui. Et donc, le thème de notre émission, c'est l'espace culturel, socio-culturel au Congo et l'avenir de l'Afrique. Autrement dit, vous avez fourni d'éléments de réponse assez consistants. Et donc, je voudrais quand même vous reposer la question, comment peut-on projeter sur l'espace africain ce qui s'est dit, ce qui a été décidé sur les rives de Langounier? Qu'est-ce que l'Africain qui vous suit peut-il retenir? Premièrement, d'abord c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi, la connaissance de sa collectivité, c'est-à-dire du groupe social auquel on appartient. Cette connaissance de soi et cette connaissance du groupe auquel on appartient, de la famille auquel on appartient, nous permet d'abord de rester nous-mêmes et de rester équilibrés psychologiquement, socialement, identitairement. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on est nourri par des principes et des valeurs qui sont des valeurs communes, qui sont produites par nos ancêtres, par nos aînés et qui sont transmises de génération en génération. Ça nous donne cet équilibre-là. Deuxième élément, cet équilibre ou ces valeurs que nous partageons doivent fonder notre vivre ensemble. Vivre ensemble sur le territoire national, vivre ensemble dans les organisations dans lesquelles nous rentrons et que nous créons d'ailleurs, par exemple au plan sous-régional. On peut parler par exemple de la CEMAC, de la CEAC, on va parler de l'Union africaine, de la CEDEAO, Ces organisations doivent se fonder sur nos identités et sur la perspective de la souveraineté, souveraineté morale, souveraineté intellectuelle, souveraineté politique, souveraineté religieuse. Et si nous devons bâtir cela par rapport à cette perspective, ça veut dire qu'il faut que nous soyons capables d'assumer cela. Non pas d'attendre que ce soit l'ailleurs qui nous permette de tenir ces organisations, mais c'est nous-mêmes, parce que nous les avons mises en place par rapport à des objectifs qui sont des objectifs clairs, et donc définis par nous-mêmes. Définis par nous-mêmes, et donc nous pouvons les supporter. Nous pouvons faire en sorte que nous évoluions dans cette perspective. Quand on voit aujourd'hui la configuration, la géopolitique mondiale, quand vous prenez les différents continents, aujourd'hui vous avez par exemple l'Amérique du Nord, les États-Unis, qui est une puissance, vous avez la Chine qui est une puissance, mais hier nous avions des puissances colonisatrices qui n'en sont plus, qui sont obligées de se coaliser pour devenir l'Union européenne, et quand vous faites la comparaison entre les États-Unis qui est un pays, la Chine qui est un pays, et l'Europe qui est un ensemble de pays, même vis-à-vis de la Russie, mais l'Afrique, qu'est-elle? Dans les réunions internationales que nous avons, on dit, par exemple, là nous sommes au sommet Chine-Afrique. Nous allons avoir le sommet Union européenne, Afrique ou France-Afrique. Russie-Afrique. États-Unis-Afrique. Italie-Afrique. Autrement dit, en fait, il y a une réalité qu'on ne capte pas, que l'Afrique est d'abord une unité en réalité. Mais une unité. Mais c'est une unité qu'il faut concrétiser. Bien sûr. Parce que nous avons été morcelés, nous avons certainement ces États à faire valoir, à faire vivre, mais nous pouvons avoir une certaine organisation qui fasse que nous soyons dans cette unité
dans cette solidarité parce que nous avons des valeurs communes, nous avons des principes, nous avons des principes communs, nous avons des normes sociales qui sont des normes sociales communes et nous avons nos objectifs à nous et notre identité et notre façon de vivre, notre personnalité en tant qu'homme africain à bâtir. Mais tout ça doit reposer sur ce socle qu'est la culture. Professeur. Cheikh Anta Diop disait que la colonisation n'était pas seulement qu'une très mauvaise chose parce qu'elle nous a apporté l'intelligence, les concepts et la science. Je crois que je partage ce point de vue. Pourquoi? Parce que ce point de vue nous permet a posteriori, aujourd'hui, dans le premier quart du 21e siècle, de comprendre les erreurs que nous avons commises, nous en tant qu'Africains, au point que nous n'ayons pas avancé dans notre propre développement. Une de ces erreurs est de penser que nous pouvons nous développer en tenant compte des structures exogènes à nos cultures. Donc c'est une révolution de paradigme qu'il faut faire. Comme cela a été dit, nos États ont été fractionnés, les groupes constitutifs des grands espaces anciens ont été brisés, morcelés. Comment se reconstruire? Nous prenons un espace comme celui du Gabon, où nous avons plusieurs ethnies, etc., etc. On nous a dit qu'il fallait faire l'unité nationale. Mais sur quelle base devions-nous faire l'unité nationale? Aujourd'hui, avec la science, nous sommes capables de comprendre clairement que l'unité nationale ne se construit pas avec des discours, mais c'est qui fait le fond commun des cultures qui vivent dans un espace commun. C'est quoi le fond des cultures des gens qui vivent dans l'espace commun? Comment le comprendre? Comment les organiser? Quelle structure faire? En ce moment, quand on a des réponses objectives à ces questions, eh bien, on ne se voit plus comme différent parce qu'on a quelque chose de commun qui est scientifiquement repérable et qu'on peut transformer sur le plan concret en matière, qui fait que celui qui est au sud ne regarde pas celui qui est au nord de façon différente parce qu'ils ont quelque chose de fondamentalement commun. Je prends un dernier exemple pour terminer. J'ai été frappé, j'ai fait le voyage par voie terrestre de Libreville à Yaoundé. Depuis ce jour, je ne vois plus le Camerounais différent de moi. Parce que sur la base anthropologique, sur la base sociologique, j'ai beaucoup de choses en commun avec le Camerounais. Et donc, je comprends que avoir divisé le Gabon du Cameroun était une erreur stratégique pour les populations de cette région. Parce que ces populations, en termes culturels, ont beaucoup en commun. Imaginez-vous que le développement se fasse sur le fond de cette culture, dans les termes que nous avons développés ici. C'est une puissance économique potentielle qui est endormie dans cette logique. Qui est enfouie dans la logique divisionniste. Exactement. Donc, quand j'appelle à la rupture de paradigme, c'est cette façon de revoir l'Afrique, l'histoire, les États africains, l'Africain lui-même, et de réinvestir cette histoire à partir des outils épistémologiques, bien entendu, qu'il faut redéfinir les objets, c'est-à-dire redéfinir les sciences, les concepts et les méthodes. Ça, c'est vraiment fondamental et c'est les enjeux de l'Afrique de demain. Si nous voulons nous développer, du moins au même rythme que les nouvelles nations émergentes, eh bien, c'est une question fondamentale qu'il faut poser, non seulement aux universitaires, mais aussi aux politiques qui dirigent les politiques de recherche. Parce que si nous n'avons pas conscience de l'importance de la recherche, nous n'allons pas nous développer, nous serons toujours dans la distraction. Or, avec des politiques averties, sages, ils comprendront que davantage, il faut mettre l'argent dans les recherches, dans la recherche, la formation, pour sortir des ingénieurs, pour sortir des grands techniciens et pour rendre un environnement créatif en termes scientifiques possible. Il n'y a que cela qui nous permettra de nous développer, pas aller acheter les voitures en Chine, en France, aux États-Unis, et les transporter au Gabon. Acheter des programmes culturels à la télévision. Ça nous aidera pas. Il faut mettre les intelligences locales qui comprennent les structures psychologiques, anthropologiques et sociales et culturelles locales et mettre cela en lumière à travers un ensemble de signes qui vont occuper l'espace national. C'est ça le développement, c'est ça l'identitisation et c'est ça qui peut nous permettre de nous protéger dans le nouveau monde
dans le XXIe siècle à partir d'un paradigme autocentré et qui va faire que l'Afrique porte sa voix dans l'économie, dans les structures internationales, partout où elle va en tant qu'Africain et non pas en tant qu'Africain produit par le discours européen. D'accord. Effectivement, toutes ces informations, tous ces éléments d'explication nous permettent de comprendre que il faut bannir au Gabon des expressions comme on a l'habitude d'entendre l'eau tout sauf tel ethnie, l'eau tout sauf tel ethnie. Non, ça ne nous rapporte rien du tout. Au contraire, c'est des bêtises. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est des bêtises. Effectivement, c'est le résultat de l'ignorance entretenue et du Absolument. manque de culture. D'accord. Et de Voilà. science. D'accord. Alors voilà, merci professeur, merci docteur, en tout cas pour cette lumière projetée dans l'océan de nos obscurités. Nous baignons dans les océans d'obscurité lorsqu'on entretient ce genre de paradigme très négatif et qui fait du tort au développement du Gabon et donc au bien-être des populations gabonaises et partant africaines. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour votre aimable attention. Alors, on se dit au revoir, mais pour se rencontrer à nouveau la semaine prochaine. Eh bien, n'oubliez pas, rediffusion de cette émission demain à 10h. Au revoir.